Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, merci d'être là, merci d'être présent à ce direct. Alors, super, ça marche. Ça marche. Ouais. Super, super. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Doc. Bonsoir, mon cher frère Sam. Donc, on attend que les autres se connectent. Oui. Super, ça marche là. Tout à fait. Voilà. Je t'ai fouillé dans Telegram jusqu'à... Mais j'ai pu te retrouver sur Telegram. Oui, j'ai vu que tu m'as finalement retrouvé. J'ai vu que tu m'as retrouvé, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais tu vois, c'est quand même, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, la diffusion à partir d'un ordinateur de bureau ne permet pas de faire monter les gens. Ouais, ça c'est ce que je constate aussi. C'est dommage. Baoum en poste, bonsoir Baoum. Dada Véronique, toujours là, toujours présente. Sisngo, merci, c'est gentil. Partagez massivement. On essaie d'attendre, allez, peut-être 5 minutes comme ça, là, le temps que, voilà, que les gens se connectent. Voilà, on peut faire des petits divers surtout. Ouais. Il est quelle heure chez toi là-bas, moi, là, il est 16h. Il vient d'être 16h là. 16h. Il fait chaud là. Ah bon, hein? Ouais, il fait bien chaud. Il fait pas chaud à Paris? C'est l'été, non? Non, il fait beau. Il fait pas chaud, il fait pas froid, c'est un peu middle. Ah non, là, c'est chaud. It's very hot here. Wow. C'est vraiment chaud. Et donc, ouais. Le Texas, c'est le désert. Ben oui. Tu m'as dit que tu es exactement dans quelle ville? Dallas. Tu es à Dallas. Dallas est loin de Houston. 4 heures de route, de conduite. Houston, ouais. Dans 4 heures de Houston, 2 heures de Austin. Ouais. Oui. Ça, c'est les grandes villes du Texas. En fait. Ouais. C'est vous les gens de la famille Bush. Ouais, c'est les gens de la famille Bush. C'est les gens qui votent toujours à l'extrême droite. Ouais. Donc, c'est que là, c'est chaud sur nous, là, avec l'extrême droite, là. On attend votre résultat pour voir aussi ce que nous, on aura ici. Hein. Nous, on a un problème, c'est que le Trump, là, il risque de passer, ça c'est clair. Il risque de passer vraiment. Et ce sera une vengeance terrible. Mais moi, j'ai jamais compris le système américain, là. Attends, donc, tu peux mettre... prisonnier, presque prisonnier, condamné, machin truc, mais attends, finalement, ça sert à quoi donc le casier judiciaire? Je pensais que le fait d'être condamné te mettait hors cause. Non, à partir du moment où la Constitution ne dit rien sur quelque chose, bon, voilà, on peut pas dire que la Constitution n'a pas été explicite en disant que lorsque tu es condamné, tu es un criminel, tu peux pas accéder à la magistrature suprême. Et il y a eu un vide là-dedans. Et du coup, quand il y a un vide, voilà. On espère. Mais c'était beaucoup plus moral. Ça veut dire que même Al Capone pouvait être président. Mais tu sais, les choses, les mentalités ont beaucoup changé. Ce que Trump fait aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était pas possible pour un homme politique. Oui. C'était pas du tout possible. Moi, je sais pas si c'est l'avènement des réseaux sociaux, mais les mentalités se sont tellement libérées. Il y a des gens comme ça qui viennent changer des choses. Il a complètement décomplexé, on dit décomplexifié ou décomplexé. Oui, décomplexé. Ouais, il a complètement décomplexé la politique. Il peut dire n'importe quoi et on lui pardonne ça, on laisse. C'est lui, on dit c'est un fou, mais ça passe quoi. Mais tu sais, hein, alors, je pense que c'est intéressant ce sujet-là parce qu'il nous amène à parler même d'une certaine actualité camerounaise. Et d'ailleurs, on verra avec la vidéo que j'enverrai. Alors, ma CM, s'il te plaît, essaie de voir si tu peux pas taguer, la personne, la dame qui a été donc victime d'une mauvaise prise en charge à l'hôpital à Quintini. Est-ce que tu peux la taguer? Si elle peut venir sur le plateau, ce serait pas mal. Est-ce que tu peux la taguer? Oui, surtout qu'elle t'a pris à témoin.
Donc, Absolument. Absolument. Déjà, là, mon téléphone est occupé. J'aurais pu l'appeler, parce que j'ai pas eu la présence d'esprit de le faire aujourd'hui. J'aurais pu l'appeler. Ça, c'est pas un direct qu'elle aurait manqué, en fait. Il fallait nécessairement que... Non, mais surtout qu'elle était peut-être au courant, enfin, elle était au courant par rapport à la page qui a été restreinte. Et donc, j'ai pas eu le temps de communiquer sur cette page-ci. Mais essayez un peu de la taguer. Je vois un peu, attends, j'essaie de voir, est-ce que... oh là là, comment je vais faire? Attendez. Je vais voir un peu, hein. Je vais voir, est-ce que... toc, 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 toc. Je peux pas partir mon ordinateur. Sam, tu es où là? J'essaie de voir. Alors, est-ce que... alors, j'essaie de voir. Est-ce qu'on peut la taguer? Alors. Sauf que je ne l'ai pas, je ne suis pas sûr que je l'ai ici. Béatrice Lotine. Non, je ne l'ai pas ici. Comme je ne l'ai pas, sur cette page-ci, je pense. Béatrice Lotine. Oui, Béatrice Lotine. Je ne sais pas si tu l'as, si tu peux, je ne sais pas comment on peut faire ça en pratique. La taguer, lui envoyer le lien. C'est qui ça? Il y a plusieurs Béatrice Lotine alors, parce que... Regarde un peu son visage à partir de... Ah ouais, c'est elle, parce que son direct est sur la page. Oui. Ouais, c'est elle. Elle dit bien, Aimé Bonnier, Cous, invite-moi, il faut en parle. C'est ta cousine en même temps. Oui. Comment je peux... Il faut voir si elle est même d'abord en ligne. Bon, la Marcie me dit qu'elle a tagué. Ah, d'accord. Ça marche alors. Ouais, elle dit qu'elle a tagué. Bon, voilà. Bon, on espère qu'elle va pouvoir venir. Alors, parce que ce qu'on va faire, voilà un peu le programme. Elle devrait même être très proche de moi parce que je vois le pasteur Lotine à côté là. Vous savez, c'est la famille Lotine. Ok. On devrait être bien proche là. À Bodamouti là. Ouais. Donc, tu dois te sentir concerné par le problème. Absolument, puisque quand je vois Lotine à sa main, tout ce qui est Lotine à sa main, ça me concerne, les Boilotins, tout ça. D'accord. Oh ouais, c'est ça. C'est dommage, mais bon. J'ai suivi son histoire, c'était vraiment... Tu sais, des histoires comme ça, il y en a des... Si tout le monde se va raconter ce qu'il a, l'expérience qu'il a vécue dans nos hôpitaux, oui. Chaque Cameroun a une petite expérience de l'hôpital à Quintini. C'est dommage. Alors, pour y aller donc, parce que je crois qu'on est en train de perdre le temps, ce qu'on va faire, j'ai quand même fait une compilation, ça dure quand même 17 minutes. Ouais. On va écouter tout, mais les temps forts de son coup de gueule. Et on va en fait partir sur ça pour essayer de déblayer et discuter certains points saillants qui ne sont que en fait un exemple d'un problème plus général de l'hôpital camerounais. Donc, on va... Et puis si on a même des amis, un peu, j'ai vu là, qui parlent du théâtre et autres, ils pourront peut-être nous dire à peu près ce qui se passe ailleurs. Donc on va déjà écouter. Vous me dites si c'est très fort. Je baisse un peu.
Venez, connectez-vous. Quand on est médecin, même un généraliste, immédiatement, il comprend qu'il s'agit d'une opération intestinale. Mais comme je ne suis pas médecin, je ne veux pas créer d'accident, ils nous disent que c'est un problème gastrique. Nous sommes dimanche. Immédiatement, on voit. Les opinions, ça passe. Les soins, nous payons. Ça ne s'ouvre pas vers le finance. On n'arrête pas de payer. On n'arrête pas de faire ci, on n'arrête pas de faire ça. Tout a été payé. Tout a été payé. On dit que 80% des personnes n'est pas payé. C'est dimanche. Il n'est pas payé. On dit que les personnes n'est pas payé. Quand je commence à faire quand j'arrive, je demande parce que j'ai pour l'impression que la médias et les journalistes ne pas s'intégrer pour prendre soin de ma soeur. Il dit non, c'est-à-dire qu'on met un médicament qui va aller doucement. Si c'est ça, ça va travailler. Comment se fait la main? Chaque thèse, je ne peux pas compter les blagues. On essaie de laisser une chose, je suis là. Je n'arrive pas. Je vais quand je vais le médecin, tout le monde a fait le médecin, c'est tout. On ne peut pas vous appeler. Je dis comment je vois une fille qui nous lève la vie, comme on le dit, qui vient me dire, elle est contre je ça. Et quand elle vient, elle touche ma soeur. Madame, vous avez dit, elle est oui, vous avez dit, elle est pour elle dit, il y a une petite, je sens une petite, madame, je vais vous faire, j'ai des gars, elle peut soutenir ma soeur, qui a bien fait ça semble, et tout, ça semble être une conclusion. Mais c'est le scanner qui va déterminer exactement ce que c'est. Ma soeur est en train de s'appeler. Quand j'amène ma soeur parlait, qui me tenait la main, elle me disait, pour la main, tiens, c'est pour maman. Quand je l'amène au scanner, elle commence à être consciente, je ne sais pas, je suis là, je par moi, je ne sais pas, lève-toi pas, regarde-moi, je la bouche. Je suis assis derrière le tableau, elle est dans le chemin, on a et là-bas, à Marjorie, on me prescrit une bactérie de médicaments, des injections, des stéroïdes qu'on utilise. Et quand je fais ça là, avec ma soeur, au scanner, on utilisait une série de quantité. Et j'en ai fini pour dire, si des femmes qui peuvent sauver la vie de ma soeur, après tout ça, c'était pas je sors ma soeur du scanner, je la mets dans le champ. Aucun médecin, personne, ni je descends. Il est 18h32 sans seulement vous donner l'ordonnance de chirurgie. Il est tout par la soeur. J'espère que vous comprenez. On a mis la fin de la vie. Je dépose ma vie pour vous dire. Quand vous êtes dans la famille, on vous raconte, oh, les pharmacies de l'hôpital, il a fallu aller appeler des familles médecins, des pharmaciens. Vous avez des problèmes, oui. On va que je paye par le votre nom. C'est comme ça, appelez les pharmaciens pour le votre nom. Quand vous êtes. J'ajoute, c'est tous les médicaments. On m'appelle ensuite, on me dit, on a une médecin qui a appelé, on a appelé, et puis il y a des médicaments qui ont fait. Il y a des médicaments, on appelle ça, ça s'appelle des grains, c'est des grains, des fruits. On a demandé. Vous savez que c'est pas tout le monde qui est vous appelez ce monsieur, il a une j'appelle le monsieur ici, il me dit, madame, vous faites une grande il veut que ça c'est nous sommes là, je ne peux pas vous dire, il est de ma soeur, ma soeur est déjà, elle est une soeur, elle est toujours je pense que la douleur, la réquisition, elle ne plus avec le force.
Je n'ai plus la vie de force. On attend donc le monsieur qui a dit, monsieur, s'il vous plaît, je suis aux urgences, je suis bien faire ça. Je vais payer sur place. Il vient de déposer les mains. L'article est à vous connaissez le monsieur arrivé. Après les 19h30 par là. L'anesthésie va apporter aussi son ordonnance. Ah, il a pris son enfant. Vous trouvez les médicaments. Et ma nièce, à un moment, c'était une fois, je dis, mais vous faire quelque chose, c'est moi. L'ordonnance, parce que les médicaments sont durs, on les achète droit, il n'y a rien à demander dans la pharmacie. Je suis allé dans une pharmacie, une nouvelle pharmacie là. Voilà, les autres là-bas, les autres. On scanne les ordonnances, on envoie chacun de son côté aller pour les autres. Elle reprend dans l'ordonnance et on met elle sur un seringue ou bien des espèces de lames utilisées pour ouvrir. Il dit là. Et elle dit que mon médecin dit que il vous donne ça, il vous donne ça, il ça les fâches, il sera pas le même, je dis que tu sais, moi, alors tu as des trucs de 600, 900 000 francs. Je dis, ok, c'est tellement, ce sont les médicaments de place. Et on attend le monsieur, c'est à cause. Je vais dire, il m'a posé quoi. Et je vois donc apparaître avec un médecin. Quand j'ai oublié la carrière, le major de l'hôpital des urgences. Je dis bien le major. Je vais saluer ma nièce, me dit, papa, c'est le monsieur là qui est venu me demander combien nous avons pour qu'on nous paie, maman. Je dis, hein, laisse-moi la moitié. Je vais le connaître. Que le directeur de l'hôpital m'appelle pour identifier cette personne. Je vais le connaître. Pourquoi le nom ne répond pas? Je vais parler, je vais le dénoncer. Le monsieur vient me dit, vous êtes qui pour la loge? Il y a un souci. Non, ok, je vais dans l'ordonnance. Après, il me dit, oui, madame, vous savez, maintenant, on va faire une opération et tout. Et puis, voilà, mais dès qu'elle peut sortir de là, avec un chaud, un niveau du ventre, qui va porter les fesses, qui va faire pourquoi, elle a dit, entre-temps, une petite parenthèse au niveau de l'image. Quand j'ai fini, je demande les résultats et tout. Or, j'ai entendu le monsieur à côté de moi dire, ça c'est une occlusion intestinale grave. Je lui dis, je vais comment il dit, revenez le soir, demain. Je lui dis, mais monsieur, c'est tout. Vous n'avez pas vu comment c'est rentré de partir. C'est une urgence. Elle me dit, le médecin va arriver tout à l'heure dans l'après-midi et il va commencer d'abord par les dossiers qui sont en instance. Je dis, vraiment, les gens sont ça. On m'a dit, tous les cas sont des urgences. Ok, merci, je suis sorti. C'est un temps de 6 h du matin, je suis à l'hôpital. C'est comment on arrive en tel genre, elle est réveillée. On me dit que non, les médecins disent qu'il y a un problème. Les médecins disent qu'il y a un problème. Elle ne surveille pas, je vous dis. Qu'est-ce qu'on fait? Je me range à part. Et cherche un médecin. Où est le chirurgien? Je ne le vois pas. Je fouille de partout, je ne le vois pas. Où est l'anesthésiste? Tout le monde. Je me dis, voilà le bureau, c'est fermé. Voilà là-bas, c'est fermé. À qui me suis allé? On me dit, il y a 3 ou 4 personnes autour d'elle qui ont été à l'intervention. Et la dame commence à me dire, je dis, bonjour, madame, bonjour, pourquoi vous êtes dit que non, je sais quelle c'est la sécurité. Je veux savoir ce qui se passait sur le départ, qu'est-ce qui s'est passé pour on m'a dit hier que l'opération sécuritaire. Voilà comment. Et madame, vous savez, moi je n'étais pas à la guerre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Dites-moi pourquoi elle est sur le qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle avait exactement? Hein? Parce que je ne veux pas vous dire qu'elle avait sinon vous allez me répondre, mais c'est ce que je suis pas le cas. N'est-ce pas? Dites-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, on a ouvert le ventre. On a enlevé le pus, il y avait dedans, il y avait beaucoup plus le temps de laver. Le temps de laver son ventre. Nous avons, je vais amener ma soeur à Soukini, il fallait qu'on me dise le plan. Et quelques temps après, nous apprenons que dans les blocs opératoires étaient occupés. Donc les personnes commencent à changer. Après, ils disent qu'on n'avait pas les médicaments. Je dis que c'est malade. Vous dites qu'il n'y a pas les médicaments. On a tout acheté, on a tout payé. J'ai des 4 000 de francs, de partout dans les enfants, même les enfants. Chacun donnait quelque chose qu'il faut voir. Il n'a manqué de rien. Sam, pour l'instant, mute un peu ton téléphone. J'ai l'impression qu'il y a du bruit chez toi là-bas. D'accord, ça marche. Même si on vous offre des infrastructures de première classe et que le personnel qui utilise ces infrastructures n'est pas qualifié, qu'est-ce qu'on en fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va continuer jusqu'à quand?
Et donc, on dirait que tu as muté ta vidéo. Hein? On a envoyé à ces journalistes, j'appelais d'abord pour savoir est-ce qu'il y en a tous les pharmaciens. Réactualiser pour le numéro de téléphone. Parce que quand on entre dans le forum, pour appeler vos pharmacies, les numéros sont plus disponibles. Ça permet de sauver les vies. On trouvait le médicament. On a demandé le 50 grammes ou 50 mg. On a trouvé seulement le 0,5 g qui coûte 25 ou 35 000 francs. Et il faut donc en prendre 10 pour faire le 50 grammes dans le litre. On a acheté. Vous avez l'argent, vous voulez. Vous n'avez pas l'argent, vous voulez. Après, je me rends compte qu'en réa, on y va donc le matin, les heures de visite entre 6h30 et 7h. Vous devez lui donner son mail. Il y a une infirmière là-bas qui est super sympa, qui s'occupe de laisser marcher. Très bien. On met ça avec des gens. Les gens viennent quand même. On a fait. Et je me rends compte que le soir, on me dit non, papa, ils disent que voilà comment. Et madame, tout simplement, je n'étais pas la guerre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Madame, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi pourquoi il ne se fait pas. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Rien. Même si on vous offre des infrastructures de première classe et que le personnel qui utilise ces infrastructures n'est pas qualifié, qu'est-ce qu'on en fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va continuer jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Expliquez-moi un peu. C'est quoi ce pays de merde? Je me suis jamais permis de dire ce genre de choses de mon pays. C'est quoi? Ça va continuer jusqu'à quand? Et deuxièmement, conseil, c'est Paul Biya. C'est le pays de Paul Biya. Paul Biya, c'est quoi? C'est Paul Biya qui vous demande de ne pas être formé. On est pressé de sortir médecin sans aucune qualification. Et on profite de malades délicats. Vous demandez un médecin, un chirurgien, de 6h du matin, on vous dit que le chirurgien est au plan opératoire. L'hôpital Académie n'a qu'un seul chirurgien, un seul chirurgien. Après, ça prend que le bloc opératoire est occupé. En fait, il se perd dans les explications. Il va falloir que quelqu'un me montre. Il va falloir que quelqu'un me dise, même si c'était que ma soeur devait mourir, j'aurais au moins eu la satisfaction qu'on a pris soin d'elle. Malheureusement, tu as décidé autrement. Il y a 2 jours, on a pris un autre examen. Qui coûte 700 combien de 1200? Allez, on a payé. On a prescrit l'ordonnance, on a fouillé les médicaments dans toutes les formes. On est passé maintenant par le forum des pharmaciens. S'il vous plaît, entrez dans le forum, demandez qui a ça. On en a trouvé, on a dit à ça. L'autre, on a ça. On a envoyé à ces journalistes, j'appelais d'abord pour savoir est-ce qu'il y en a tous les pharmaciens. Réactualiser pour le numéro de téléphone. Parce que quand on entre dans le forum, pour appeler vos pharmacies, les numéros sont plus disponibles. Ça permet de sauver les vies. On trouvait le médicament. On a demandé le 50 grammes ou 50 mg. On a trouvé seulement le 0,5 g qui coûte 25 ou 35 000 francs. Et il faut donc en prendre 10 pour faire le 50 grammes. On a acheté. Vous avez l'argent, vous voulez. Vous n'avez pas l'argent, vous voulez. Après, je me rends compte qu'en réa, on y va donc le matin, les heures de visite entre 6h30 et 7h. Vous devez lui donner son mail. Il y a une infirmière là-bas qui est super sympa, qui s'occupe de laisser marcher. Très bien. On met ça avec des gens. Il y a des gens qui viennent quand même. On a fait. Et je me rends compte que le soir, on me dit non, papa, ils disent que oui, tous les médecins le font. La salle nous a posé. Parce que je pose beaucoup de questions pertinentes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit qu'on l'a plongé dans le courant. On lui a donné des antibiotiques très puissants. Et donc, on veut que le traitement marche. Il faut qu'on l'a plongé dans le courant. Le lendemain, j'arrive le soir. On arrive le soir. Vous la regardez. Ça, c'était avant-hier. Exactement. Non, vous ne pouvez pas. On nous a interdit d'entrer. Je dis, mais c'est pas comme ça. Donc, j'arrive un peu tard. On me dit, on vous met là. Mais j'étais, ça savait la vie. Je regarde ma soeur, je sais, je m'en dis, je sais là. Je vais regarder ce qu'il y a sur le tableau. Rien. Rien. Du tout. Je sors, je dis à ma soeur, mais je ne vois pas du bien. Tata, arrête de pleurer. Tata, tu peux continuer à faire l'attention. Tata, elle dit, je ne vois pas ma soeur bien. Je n'ai pas. Tata, ça va déjà, on a enlevé un tuyau. On avait rempli les trous dans sa bouche pour nous donner l'impression que, effectivement, on est en train de prendre soin d'elle. En fait, ma soeur est décédée lors de l'audition. Alors, ils ont mis leur machine, peut-être qu'il y avait le système pour faire balancer. Est-ce que je me sentais? Elle n'était plus. Et ils vont continuer à me faire dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent. Le soir, avant-hier soir, ils ont refusé qu'on arrive à me passer le dimanche. En fait, on constate dans le décès le matin quand on va pour sa toilette. On constate que elle n'est plus. Je pense que il ne pouvait plus cacher cette information pendant longtemps. Alors je demande au directeur général de l'hôpital Petit, avec tout le respect, toute la considération et toute l'estime que j'ai pour le travail que vous faites dans cet hôpital, vous allez me répondre. Je ne peux pas laisser cette situation rester impunie. Au ministre de la Santé, je vous en prie, vous avez des familles. Ne faites pas que la
colère de Dieu s'abatte sur vous. Parce qu'à un certain moment, Dieu va dire non. Parce que vous faites trop de mal aux gens. Beaucoup de familles sont dans la souffrance. Beaucoup d'enfants sont orphelins pour rien. Ce n'est pas parce que Dieu a décidé. Ce n'est pas parce que Dieu a donné, Dieu a repris. Connaissez la paix à Dieu. Dieu vous a donné les moyens d'aller à l'école, de former le personnel. Tu dis, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Jusqu'à quand nous allons supporter ça? Même avec notre argent, on ne peut pas se soigner. Même avec notre argent, on ne peut pas se soigner. Alors dites-vous, jamais dans le l'hôpital, jamais. Jamais là. On va de petit en petit. C'est encore la faute des dos. Si ça ne marche pas, n'est-ce pas? C'est encore la faute des dos. Non. Je veux comprendre. Je veux que quelqu'un m'explique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut m'expliquer? Je vais l'accepter dans le Est-ce qu'il y a un médecin ici qui va venir m'expliquer ce que je n'ai pas compris? Est-ce qu'il y a un médecin qui peut m'expliquer? J'ai l'impression que le professeur dit qu'il hésite. On dit que non, c'est un bandit, c'est ceci. On a failli l'assassiner. On a failli faire ceci. On dit qu'il ne va pas beaucoup. Oh, il fait ceci. Parce qu'il parle de ça de vous. Moi-même, parce qu'il m'a pas venu. Moi-même, j'ai déjà, je suis en poule n'a plus peur de rien. Quand la poule est grillée, ça n'a plus peur de vous. Si vous bosse, faites des tensions ou bien le brain fort, que ça va. Je suis bien. Venez m'achever. Si je ne m'en pas dit la vérité, je serai une héroïne. Je serai une héroïne. Vous comprenez pourquoi les gens qui sont à l'étranger n'ont pas envie de revenir dans ce pays? On a dit, vous parlez seulement à temps, mais décidez de faire quoi? Mourir? Quelqu'un qui ne fait pas. Il n'est pas mourir. Il est mort. C'est pas possible. Mais il ne faut pas les appareils. Alors je vais vous dire, hein, les appareils qu'il y a à l'hôpital à Continue aujourd'hui peuvent faire de cet hôpital un hôpital de haut niveau de référence. Mais le personnel, s'il vous plaît, mettez des professeurs au niveau des urgences. Formez votre personnel à l'accueil. Un garde malade est plus malade que le malade même. Une infirmière m'a claqué la porte au nez. Elle a continué. Elle dit, je dis, madame, vous vous êtes même pas rendu compte que, madame, j'ai dit, je suis désolée, elle a je dis, madame, quand vous faites du mal à quelqu'un, vous arrêtez, vous dites, madame, je suis désolée, est-ce que vous avez eu mal? Est-ce que, et il y a un médecin qui trouve que, j'ai pas le droit de parler, madame, vous continuez, je vous mets mauvais. Et il a toujours les gens, et il s'appelle les vigiles. Donc, le chef de service de l'hôpital à Kétini a dit qu'il interdit les urgences de l'hôpital à Kétini. Que le monde entier entend. Ok. Je pense qu'on a donc écouté, le récit de la dame Lotine, qui nous explique le calvaire qu'elle a vécu dans la prise en charge de sa sœur qui souffrait de douleurs abdominales, voilà, avec soupçon d'occlusion intestinale. Un diagnostic tardif qui n'a pas été fait par les médecins qui l'ont pris en charge au départ dans une structure sanitaire de Bonham Sadi. Je pense que c'est peut-être l'hôpital de Bonham Sadi, si j'ai bien compris, où elle a passé quand même quelques jours à souffrir et attendre une prise en charge spécialisée. Et on ne faisait que lui donner de l'espoir, alors qu'en fait, il n'y a même pas de chirurgien dans cette structure, d'après ce qu'on a compris. Et donc, c'est elle qui a donc forcé, Béatrice Lotine, qui a forcé pour qu'elle, sa sœur, soit transférée à l'hôpital à Kétini. Et elle soupçonnait déjà une occlusion intestinale. Diagnostic qui n'a pas été évoqué, d'après elle, par le personnel soignant de cette structure médicale d'État. Une structure médicale d'État. Donc, elle a donc demandé à être transférée ailleurs. À ce niveau déjà, on doit s'interroger sur la capacité des médecins, des infirmières ou infirmiers à pouvoir prendre en charge une urgence médicale. Car, d'après le récit et les symptômes que présentait la patiente, douleur permanente, certainement arrêt de matière, arrêt de gaz, doit faire évoquer toutes les urgences abdominales, parmi lesquelles, effectivement,
une occlusion. Occlusion, ça veut dire que une partie du tube digestif est bouchée. Donc, il n'y a plus le passage des matières à travers l'obstacle. Donc, tout va stagner en amont. Et en fonction du niveau de l'obstacle, il y a des signes qu'on aura. Par exemple, on peut avoir des vomissements si l'obstacle est au niveau de l'intestin grêle, le petit intestin. On va avoir en fait un arrêt de matière, un abdomen qui va gonfler, être ballonné, être douloureux. Et effectivement, une occlusion du tube digestif, du bas du tube digestif est une urgence parce que ça peut aller plus loin par même une perforation du tube digestif, par une péritonite, c'est-à-dire une inflammation du péritoine, par suffisamment de complications qui entraînent le pronostic vital. Donc, la bonne palpation, l'interrogatoire du malade et l'examen physique, la palpation et tout, pour avoir un certain nombre de signes, et de l'imagerie. Et l'imagerie, ce n'est pas forcément même le scanner, parce que on a l'impression que si on ne fait pas le scanner, qui n'est pas à la portée de tout le monde, qui n'est pas souvent accessible, qui n'est pas dans toutes les structures hospitalières, et que même dans les structures hospitalières au Cameroun où il y a cette imagerie, souvent c'est même en panne. Donc, une simple radio de l'abdomen en couché peut évoquer une occlusion intestinale. Ça, c'est quelque chose qui peut déjà être fait pour rapidement orienter le malade vers la structure capable de prendre en charge le malade. Parce qu'on sait que plus on est tardif, plus on risque des complications, comme finalement on a cru comprendre qu'il y avait déjà le pus un peu partout. Voilà, c'est-à-dire que il y a peut-être une perforation. Voilà. Et il y a eu, vous savez quand même que le tube digestif, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est sale. C'est du fesses, c'est sale. Et donc, s'il y a perforation et que ça traverse donc le tube digestif pour inonder le péritoine, on va avoir des dégâts inflammatoires, infectieux, purulents. Donc, effectivement, on peut avoir du pus. Alors, c'est quand même étonnant que la famille, une personne qui n'appartient pas au corps médical, ait un soupçon que le personnel médical n'a pas. Et qu'elle oriente plutôt la prise en charge d'une malade qui a un abdomen aigu. Parce qu'on appelle ça un abdomen aigu. Abdomen aigu veut dire qu'il faut aller vite. Or, il s'est passé des jours. Il s'est passé des jours. Et finalement, il y a donc le transfert à l'hôpital à Kintini de Douala. L'hôpital à Kintini de Douala, qui est un hôpital aujourd'hui universitaire, parce qu'il travaille des enseignants universitaires, dont certains ont même le grade de professeur. Un hôpital qui a toujours été au centre de beaucoup de polémiques, depuis toujours. Même maintenant où, comme d'ailleurs Madame Lotine le dit, il y a une amélioration, il y a de l'équipement, c'est beau, c'est propre, mais la prise en charge proprement dite, la prise en charge des malades reste toujours un sujet régulièrement débattu. Et là, on a le résumé, le condensé des tares du parcours de soins au Cameroun. Vous arrivez aux urgences, vous êtes frappé par l'indifférence, par la lenteur, par le manque d'empathie du personnel. Ça, elle nous le dit. Et d'ailleurs, on lui dit que
on va procéder par ordre d'arrivée. C'est terrible. S'il y a des choses proscrites en médecine, c'est justement le fonctionnement tel que ce serait dans une autre organisation, une autre structure, dans un autre service, comme par exemple, je ne sais pas, rentrer dans un lieu public où c'est pas ordre d'arrivée, monter dans un train où il y a le rang, c'est pas ordre d'arrivée. Mais il n'y a pas d'ordre d'arrivée à l'hôpital. Le seul ordre qui existe à l'hôpital, c'est le degré d'urgence. Or, elle nous dit que le personnel lui a dit qu'il y a beaucoup de gens, il y a des cas, c'est pas ordre d'arrivée. Ça, c'est une faute médicale qui mérite sanction disciplinaire. On n'apprend ça nulle part dans aucune faculté. Un abdomen aigu relève de l'urgence vitale. Or, le mot urgence, c'est un fourre-tout. Il y a plein de choses qu'on peut foutre dans la notion de urgence. Mais il y a donc urgence et urgence. Il y a des urgences relatives et il y a des urgences vitales, avec un pronostic vital engagé à court terme. Or, elle avait déjà perdu beaucoup de temps dans la structure d'aval. Et elle arrive là, elle rencontre le condensé de toutes les maladies de l'hôpital camerounais. Car l'hôpital camerounais est un grand malade. L'hôpital camerounais, qui normalement devrait soigner les malades, est plutôt lui-même malade et doit être soigné. Sinon, expliquez-moi comment se fait-il que ce n'est qu'au Cameroun, et j'aimerais bien écouter nos amis panafricains des autres pays, comment ça se passe là-bas. Mais le Cameroun, j'ai l'impression, est le seul pays où 80% des prescriptions médicales à l'hôpital nécessitent d'aller à l'extérieur de l'hôpital pour acquérir ce matériel. Et ça, Madame Lotine nous a parlé de ça. Elle nous a dit que les petits machins, donc les petits consommables, on apprécie beaucoup. Elle avait acheté, il faut ramener. Et quand elle ramène même, on utilise un truc. Pourtant, il y en a beaucoup. Et le reste, par où, n'est pas remis à la famille. Ça reste dans le stock qui va être distribué par le personnel médical. On appelle ça du vol. Voler un malade est criminel. Elle dit qu'on a besoin de certaines choses, certains peut-être sondes et autres qu'il n'y a pas à l'hôpital. Il faut aller chercher ça dans un circuit parallèle. Et on vous indique qui peut vendre ça. Comment un médecin d'un hôpital, quelqu'un qui a eu une formation médicale de bac plus 10 au moins, si ce n'est 11-12, quand on est spécialiste. Comment un monsieur comme ça, qui a appris la médecine, qui a appris à avoir de l'empathie et avoir de l'efficacité, peut entretenir un circuit parallèle où il faut aller acheter tel ou tel équipement, tel ou tel consommable, tel ou tel matériel médical, aller l'acheter au quartier à Yassa, alors qu'il travaille à l'hôpital à Quintiné. Et il a le contact de la personne qui est à Yassa avec tous les embouteillages pour aller acheter, revenir. C'est-à-dire que vous avez peut-être 1 heure aller, 1 heure retour, 2 heures de perdu. Dans un cas d'urgence vitale. Comment un médecin peut se lever le matin, aller au boulot, travailler dans ces conditions
revenir le soir, embrasser sa chère épouse, faire des câlins à ses enfants en étant fier d'avoir fait du bon boulot. Comment les médecins camerounais acceptent de travailler dans des conditions animalières? Je veux que M. Elimbi Loubet vienne sur cette tribune aujourd'hui ou demain, parce que nous ferons beaucoup de directs sur ce cas et sur les cas de dysfonctionnement grave de l'hôpital camerounais. Elimbi Loubet, qui est le porte-parole de monsieur le professeur Essomba, directeur de la Quintini, en faisant de lui à la limite un ministrable, quelqu'un qui fait du très bon boulot, cher Camerounais. Ne vous méprenez pas. L'hôpital, ce n'est pas d'abord la beauté des bâtiments. Ce n'est même pas simplement la qualité de l'équipement. Et encore, ouais, je vous accorde ça, je vous excuse de dire qu'il y a des équipements terribles. Vous savez, si on va regarder équipement par équipement à l'hôpital à Quintini, par rapport aux standards mondiaux, je dis bien mondiaux parce que il faut qu'on cesse de penser que le noir doit toujours se contenter du minimum. Non. Le noir n'a pas pour vocation de vivre le minimum syndical. Donc, quand vous entendez même équipement, c'est parce qu'effectivement, nos yeux de Camerounais ont été habitués à voir de la bizarrerie. Donc, quand on voit quelque chose qui est mieux, effectivement, ça va être waouh. Mais dans la réalité, je peux vous assurer que les équipements médicaux, et tel que je connais la Mercuriale du Cameroun, où on va vous dire qu'un équipement a coûté 100 millions. Mais celui que vous avez là, il aura réellement coûté peut-être 20 millions. Le reste, ça passe dans les circuits compliqués de la Mercuriale, de ceci, de machin, tout et tout ça là. Voilà. Et souvent même, c'est de la seconde main qui vient d'ailleurs. Donc, je dis ceci. Un médecin ne peut pas se contenter d'un tel fonctionnement. Ou vous êtes un urgentiste, vous êtes un chirurgien, vous avez une urgence vitale. Vous êtes content de prescrire quelque chose qu'il n'y a pas à l'hôpital. Et vous demandez à la personne d'acheter, vous donnez même le contact de la personne qui va acheter son quartier. Depuis quand l'hôpital fonctionne avec des prestataires clandestins? Est-ce que le professeur Essomba est au courant que son hôpital manque quasiment de tout? Que 80% des ordonnances doivent aller à l'extérieur pour être approvisionnés. Et que les médecins attendent donc le retour de cet équipement prescrit par eux pour travailler. À quoi sert l'hôpital? Donc l'hôpital est simplement un lieu où on reçoit des gens et on utilise le personnel médical pour accomplir une tâche qui dépend du matériel, des consommables, des médicaments, mais qui n'existe pas à l'hôpital. C'est quel hôpital ça? Comment se fait-il que tous les hôpitaux du Cameroun fonctionnent de cette façon? Les hôpitaux qui sont dirigés que par des médecins. Parce que là aussi, c'est une spécificité assez camerounaise, où des médecins qui n'ont aucune formation de gestion hospitalière sont nommés ci et là. D'ailleurs, tous guettent la nomination et ils deviennent des gestionnaires, alors que le médecin a pour vocation d'avoir le stéthoscope et de soigner le malade. Ils deviennent des gestionnaires, mais des piètres gestionnaires. Parce que quand on entend ce qui s'est passé à la Quintini dans ce cas-ci, et dans beaucoup d'autres cas que je peux vous expliquer, je suis désolé, le professeur Essomba est un piètre gestionnaire. Il est un piètre gestionnaire. Et M. Elimbi Loubet, qui le vante sur tous les plateaux, je ne sais pas s'il est au courant que si lui, il a une urgence vitale, qu'il arrive à la Quintini,
il peut mourir. Et il va même peut-être mourir parce qu'il manque de tout à l'hôpital. Il faut aller au quartier chercher ça. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, l'hôpital camerounais va finir par vous tuer. Parce qu'il n'y a rien là. La perte de temps due à l'absence des équipements, des médicaments, des consommables dans un hôpital, cette perte de temps occasionne l'essentiel des morts évitables au Cameroun. Et les directeurs des hôpitaux, soit ils le savent et ils s'en foutent, et c'est un problème, soit ils ne le savent pas, donc c'est des incapables, et ça aussi c'est un problème. Mais cette histoire devient urgente à régler. Surtout que sur le plan économique, mais c'est quand même plus intéressant pour un hôpital, pour sa direction, d'avoir tout sur place, d'avoir une pharmacie achalandée, avec les médicaments essentiels au minimum, et même plus qu'essentiels. Avoir les consommables sur place, puisque ça a un coût. Et si c'est acheté à l'hôpital par les patients, mais les bénéfices restent à l'hôpital. Je n'ai jamais compris cette façon de gérer l'hôpital camerounais. Voilà. Donc, c'est peut-être un premier jet, parce qu'il va falloir que Sam prenne la parole, où j'ai essayé de vous débaucher les tares du système. Vous avez vu que dans ça, on a soulevé la question même de la compétence du personnel médical. Parce que d'ailleurs, Madame Lotine l'a dit, elle a dit, c'est beau, c'est équipé. Bon, je dis encore qu'il faut relativiser, mais c'est équipé. Mais le tout n'est pas d'avoir des équipements, mais c'est aussi de savoir les utiliser et de savoir, de manière générale, prendre en charge le malade. Donc, d'où la question de la formation médicale, la formation du personnel. Et vous savez que c'est mon dada. Et d'ailleurs, elle a dit que pour ça, on a failli me tuer. On a failli me tuer pour avoir révélé que nous ne formons pas bien, nous ne sommes pas bien formés. Et la conséquence de ça, c'est que le malade n'est pas bien soigné. Et là, on a ici, là, un exemple typique de l'incompétence du personnel médical à prendre en charge une urgence médicale, un abdomen aigu. On a vu ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Monsieur Sam, à vous la parole. Ouais, donc ça, c'est un sujet vraiment, on ne sait même pas par où commencer. Hein. On ne sait pas par où commencer parce que ça, c'est vraiment le mal camerounais. Parce que de fois n'a-t-on pas été témoin proche ou éloigné d'un décès qu'on attribue à une négligence médicale ou un manquement professionnel grave? Qui, au Cameroun, n'a pas subi ça? Vous êtes même sans doute au courant qu'un médecin est décédé l'année dernière à l'hôpital général de Douala suite d'une négligence médicale parce que les médecins demandaient l'argent avant tout traitement. Un médecin mort à l'hôpital général de Douala parce qu'on demandait l'argent pour le traiter. Le premier contact même d'abord à l'hôpital entre le patient et l'hôpital, je ne parle même pas des infirmières ou des médecins, ça dit que ça ne se passe pas toujours dans les bonnes conditions. Parce que le visage crispé des infirmières, des comportements frisants de mépris, tout le temps. Et il faut corrompre tout le monde, du vigile jusqu'au vendeur des tickets d'accès. Tous ces nouveaux. Surtout à cet hôpital à Quintini, là. Surtout cet hôpital à Quintini. Mais moi, je vais dire que le système hospitalier au Cameroun, il faut le comprendre de façon holistique. Parce que si on se focalise uniquement sur les compétences des médecins, je crains qu'on ne soit dans ce qu'on appelle une erreur fondamentale d'attribution. C'est-à-dire qu'il y a l'absence de considération du contexte, l'absence de considération de la situation, de l'environnement dans lequel ces médecins-là travaillent. C'est pourquoi moi, je pense qu'il faut tenir compte non seulement de la formation des médecins et de leurs responsabilités. Tu as été formateur. Donc, moi, je suggère qu'il faudrait que tu nous entretiennes sur comment la formation des médecins se passe au Cameroun et quelle est la responsabilité que vous, en tant qu'enseignant, vous les inculquez. Parce que le dernier, je parlais d'éthique.
On ne peut pas faire médecine sans éthique. Je pense que ça doit être un module dans la formation des médecins, l'éthique médicale. Donc, quelle est la responsabilité d'un médecin lorsqu'il est formé ou lorsqu'il est en milieu de travail à l'hôpital? Il y a ce pan-là. Après, maintenant, il y a ce que vous avez évoqué tout à l'heure, là, le management des structures hospitalières. Tous ces gens qu'on nomme à la tête des hôpitaux, là, des grands hôpitaux, là, ce pas des gens formés, c'est des médecins, mais ils ne sont pas formés au management. Aucun d'eux n'a une certification, je ne sais même pas, une formation de management des structures hospitalières. Personne, on les prend comme ça, on te dit, bon, on va te nommer, est-ce que tu es d'accord? Et il dit oui, mais ils ne sont pas formés. Donc le casting est déjà mal fait. Parce qu'un médecin qui veut gérer une structure doit être formé. Et le troisième point, pour moi, c'est la citoyenneté. La citoyenneté. Quelle est la responsabilité de la population camerounaise elle-même dans cet état de décrépitude de notre système de santé ou de nos structures hospitalières? Quelle est la responsabilité du citoyen? Est-ce qu'au Cameroun, on est des sujets ou on est des citoyens? Parce que là encore, il faut émettre une différence. Parce qu'un sujet, c'est quelqu'un qui est soumis à un chef, est soumis à un système. C'est quelqu'un qui est passif dans ce système-là, qui ne se sent pas concerné par tout ce qui se passe autour de lui. Alors qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui participe dans le bien-être de la société. Quand on fait des comparaisons, on regarde ce qui se passe au Kenya. Quand on regarde ce qui se passe au Kenya, c'est les jeunes de 21 ans qui sont dans la rue. C'est la société civile qui parle aux jeunes de 21 ans et c'est eux qui sont dans la rue. Ici au Cameroun, c'est impossible. On a affaire aux zombies, aux gens qui sont incapables de s'indigner à la moindre, c'est-à-dire aux faits graves qui pourraient entraîner la perte de ce régime. Mais tout le monde passe. Même comme madame, j'ai suivi le débat de madame Lotine. Moi, je viens du Cameroun. Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est que ma soeur, tu n'es pas seule dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'avant de s'indigner, mais tu dis quand même que tu n'es pas seul dans cette histoire. Il y a beaucoup qui subissent ça. Mais quand tu dis qu'il y a beaucoup qui subissent ça, tu es en train de banaliser ce qui se passe. Tu es en train de banaliser et ça crée l'indifférence. On est incapable de se révolter, on est incapable de réclamer des soins adaptés. Pourquoi? Parce qu'on est des zombies. On est des gens incapables de réclamer quoi que ce soit. On nous a zombifiés. On n'est plus des citoyens, on est juste des sujets. On est vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun, mais je dirais que des situations comme ce que Mme Lotine a vécu ou ce que Koumateke a vécu, ça, c'est des situations qui peuvent entraîner un régime. Vous pouvez vous imaginer qu'en plein Mondovision, on évente une femme enceinte de jumeaux et que les gens crient un jour et puis tout le monde va casser à des occupations. À leur occupation? Non. Le Cameroun va très mal. Le Cameroun va extrêmement mal et je ne sais pas comment on va sortir de là. Parce que quand on voit comment les choses sont en train d'évoluer, les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Et même 2025, que tout le monde attend impatiemment, 2025 risque d'être 2025 du malheur. Parce que je ne vois pas qui, tel que les populations les populations se comportent là, je me dis qu'on... Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû faire une mauvaise manip, je sais pas, et puis le direct a été coupé. Oui, Mamou Lise réinvite les gens, refait les mêmes tags. Ah, professeur, qu'est-ce qui s'est passé là? Honnêtement, je sais pas. Je crois que j'ai dû faire une mauvaise touche. Je sais pas. Et subitement, ça s'est coupé. Malheureusement. Bon, les gens, je pense que ça va être pas compliqué de reprendre nos fidèles. On est déjà une dizaine là. Donc, tu vas reprendre là où tu t'étais arrêté. Je disais qu'on n'est pas sorti de l'ornière et on n'est pas prêt à sortir de cette ornière là, parce que tel que le Cameroun est en train d'aller là, je ne vois pas l'espoir, à l'horizon. Ça ne se pointe même pas. Quand tu regardes comment nous tous on se comporte, comment les débats sont orientés, que ce soit dans la toile, que ce soit même au Cameroun, rien ne présage d'un avenir heureux.
Parce que lorsque tu vois comment la société est complètement endoctrinée, tu te poses la question endoctrinée, mais dans le mauvais sens. Parce que la société ne se pose même pas la question de savoir si un individu est capable de changer ce système-là. Mais alors, moi, je vais te poser une question. Parce qu'en fait, ce que tu dis est pertinent, mais je te poserai la question, ok, comme tu l'as dit tantôt, il n'y a pas un Camerounais qui n'ait pas subi, en fait, ce drame de l'hôpital camerounais, où on a du mal à se soigner, à bien se soigner, où on a tous perdu quelqu'un. On a tous perdu quelqu'un dans cet hôpital. Quand je dis perdu quelqu'un, c'est normal qu'on meure à l'hôpital, mais il y a des morts évitables. Il y a des morts évitables. Et donc, les morts évitables qui sont donc dues, en fait, à une mauvaise prise en charge, parfois même une prise en charge intentionnellement malveillante ou alors malveillante par incompétence notoire. Et l'incompétence n'est pas simplement le fait de ne pas savoir, mais c'est même aussi le fait de poser des actes répréhensifs. Comme d'ailleurs, elle a dit là qu'une infirmière qui se comporte mal, qui lui écrase presque le doigt et qui s'excuse d'une manière très indifférente. Voilà, ça c'est des comportements qui sont contre les bonnes pratiques médicales. Et ça c'est intentionnel. Donc c'est-à-dire qu'on a un mauvais comportement qui ne cadre pas avec l'éthique médicale. Voilà. Et donc, on va donc décéder de manière inattendue, de manière non prévue, alors qu'on ne devrait pas décéder. Et chacun de nous a connu ça, soit par manque d'équipement, soit par incompétence, soit par les deux à la fois, et souvent même par méchanceté, parce que le Camerounais est devenu méchant, aigri, violent, et ça se transpose donc aussi dans le milieu hospitalier. D'ailleurs, tu as dit qu'il faut voir le problème de manière holistique. Alors, ma question est la suivante. Comment nous pouvons, nous les Camerounais, nous accommoder, nous accoutumer, nous fondre dans cette pratique de la médecine au Cameroun, au point où le médecin est devenu indifférent à la souffrance et ne s'en inquiète pas. Parce qu'il n'y a pas un organisme tutélaire qui fait le policier, qui fait vraiment le policier. Et donc, nous allons compter nos morts au suivant, même dans le domaine médical. On fait quoi? Comment est-ce qu'on fait? Et je te laisse répondre à la question en te donnant deux exemples. Une cousine de mon village, Bengue, qui m'a appelé se plaignant que sa mère, qui est arrivée à l'hôpital, l'a quintinée, pour un petit bobo qui s'est compliqué et qui finalement est décédé. Et avant de décéder, mais quand la situation était déjà pour un médecin, nous on peut savoir quand il n'y a rien à faire. On a prescrit des examens, des énièmes examens à faire, payés. Mais elle n'a pas eu le temps de faire ça, elle est décédée. Et ma cousine va donc réclamer le remboursement des examens qui n'ont pas été faits. On a refusé de lui donner ça. Et elle n'a jamais eu ça. Et elle m'en a parlé. Et quand j'ai dit que je vais monter au créneau, il faut qu'elle me donne certains éléments pour que je fasse une réclamation. Elle n'est plus jamais revenue vers moi. Deuxième fait. J'ai une personne qui va faire des examens dans un centre d'imagerie à Sable, Bonamoussa du Sable. Ça s'appelle PMD, enfin une histoire de ce genre-là, mais à Sable. Une structure
privée qui fait beaucoup dans le diagnostic et qui à une époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, dirigeait la structure, était le directeur médical de cette structure. C'est un médecin biologiste connu de la place, respecté, ancien directeur de la Quintini et ancien délégué régional de la santé, le docteur Soleil. Jérémy Soleil. Oui, que je connais. Ok. Je ne sais pas si c'est lui qui est encore directeur médical de cette structure, mais jusqu'à un passé récent, c'était lui. Et donc, l'examen demandé à cette connaissance, c'est un examen gynécologique que le gynécologue attendait. L'examen a été fait, mais n'a pas été fait. Parce qu'en fait, la patiente, comme c'est des tuyaux qu'il fallait introduire dans son organisme et injecter des produits pour aller opacifier et voir certaines structures. La patiente avait tellement mal que l'examen a été interrompu. Et donc, pas d'interprétation d'un résultat finalement pas fait. Et donc, quand elle reçoit le compte rendu, dans le compte rendu, la radiologue écrit que l'examen finalement, non, avant la radiologue, le technicien radio que j'avais eu au téléphone m'explique que bon, la malade est criée parce que le matériel utilisé n'était pas adapté à son organisme. Il fallait un matériel plus fin qu'ils n'ont pas, mais qu'ils vont commander. Une façon de dire que l'examen est reporté à plus tard. Donc quand ils auront l'équipement, il va falloir qu'elle revienne. Mais 2 jours après, la patiente a plutôt eu le rapport du radiologue qui dit que on a commencé, machin truc, mais la malade criait beaucoup, elle avait trop mal et donc l'examen n'a pas pu être fait à cause de la patiente qui ne supporte pas la douleur. Point bantan, allez, circuler, il n'y a rien à faire. Et là, je m'offusque. Je demande à parler à ma collègue radiologue. Docteur, il faut que je retrouve son nom parce que de toute façon, je vais communiquer sur elle abondamment. Radiologue. Et donc, la collègue refuse de me prendre au téléphone. Refuse de prendre un collègue que je suis au téléphone pour m'expliquer un peu pourquoi ce compte rendu, en sachant que l'examen n'a pas été fait. Elle a refusé de me prendre au téléphone. J'ai écrit à la structure par mail. La structure n'a jamais répondu. Ce qui veut dire que le docteur Soleil, si c'est toujours lui le directeur médical, il ne m'a pas répondu pour m'expliquer comment se fait-il qu'un examen n'est pas réalisé à cause de la douleur. Et je tiens à dire à l'opinion publique que la douleur est un symptôme qui doit être pris en charge. On ne peut pas se contenter d'interrompre un examen à cause de la douleur. D'ailleurs, on ne doit pas faire un examen à un malade en lui demandant de supporter la douleur. Ça n'existe pas dans la médecine moderne. Mais au Cameroun, et dans cette structure-là, apparemment, la douleur fait partie de quelque chose de normal, de banal, et qu'il faut d'ailleurs supporter. Et si vous n'avez pas supporté ça là, c'est votre faute si l'examen n'est pas fait. Donc, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on est arrivé au Cameroun dans une telle méchanceté, mêlée à de l'incompétence et à de l'indifférence, qui fait que le personnel médical n'est plus un personnel soignant. Parce que on ne soigne plus au Cameroun. Du moins, certaines structures ne soignent plus. Et se permettent même, c'est-à-dire de s'opposer non seulement au bon sens, mais même à la confraternité. Parce que imaginez-vous donc, si moi, médecin, au Cameroun, un collègue peut me faire un bras d'honneur, alors qu'il a tort à 100%. Imaginez-vous le Camerounais lambda. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une opposition entre la population, les patients et le personnel médical. Et pour te dire au passage, cette dame-là,
et la structure vont seulement être traduits au Conseil de l'ordre, parce que je vais déposer une plainte au Conseil de l'ordre contre le personnel médical qui a pris en charge la dame, et au ministère de la Santé, le ministre va recevoir une plainte contre ces structures qui volent de l'argent. Pourquoi? Parce que la structure a refusé de rembourser. Tu t'imagines qu'un examen non fait par votre faute, parce que vous n'avez pas la présence d'esprit ou disons, la capacité à pouvoir prendre en charge une douleur, ce qui est quand même extraordinaire, et vous refusez de rembourser en expliquant que non, vous êtes quand même venu, on vous a pris, on a utilisé certains équipements et tout ça, donc on ne peut pas vous rembourser, ou du moins la totalité. Donc voilà un peu où on en est. Donc je vais donner l'exemple de la Quintini, qui ne rembourse pas les examens non faits. Je vous parle d'une structure privée qui ne rembourse pas les examens non faits. Donc au Cameroun, il y a une mafia hospitalière, médicale, qui veut que une bonne partie des examens non réalisés, mais payés, ne sont pas remboursés. Donc l'hôpital ou les structures gagnent sur des actes non réalisés. Il faut sévir, il faut saisir les autorités, mais est-ce que les autorités vont faire quelque chose? Parce qu'on est dans un pays où c'est du laisser aller, chacun fait ce qu'il veut à son niveau, pourvu qu'on ne touche pas au pouvoir suprême qui est en haut. C'est exactement ça. Le problème, comme vous parliez d'indifférence et la méchanceté, moi je dis qu'aucun de ces médecins et infirmiers ou infirmières, quand ils viennent à l'hôpital, je vais dire que quand ils sortent de leur formation, a priori, c'est des gens qui veulent faire leur travail, a priori. Mais ils deviennent méchants en fonction du contexte. Le contexte, c'est-à-dire que l'environnement et les conditions extrêmement difficiles du travail, de leur boulot, ça finit par les endurcir et ça crée une sorte d'indifférence, une différence face à la misère, parce qu'il faut se protéger soi-même. Vous vous imaginez que si vous vous laissez absorber par toute cette extrême misère que vous voyez devant vous tous les jours, des gens qui n'arrivent pas à payer des médicaments, alors que votre structure vous impose de ne pas soigner la personne parce qu'il faut que la personne paye d'abord des médicaments avant qu'elle soit soignée. Il faut que la personne paye des factures avant qu'elle soit soignée. Donc vous êtes infirmière, vous n'avez pas demandé ces conditions-là. Quand vous arrivez dans un environnement comme ça, vous voyez quelqu'un se tordre de douleur. Qu'est-ce que vous pouvez bien y faire? À un moment donné, cet environnement vous rend méchant, vous rend indifférent face à la douleur des autres, des patients dont vous devez prendre en charge. Mais ça aussi, c'est une façon de se protéger soi-même, psychologiquement, parce que quand vous devez rentrer chez vous, il ne faudrait pas que vous rentrez avec toute cet amas de misère, cet amas de souffrance. Il faut que vous... Et ça endurcit le cœur. Ça endurcit le cœur de ces gens-là. Donc pour moi, a priori, c'est des gens qui viennent pour faire du travail quand ils sortent de leur formation, mais l'environnement dans lequel ils travaillent les transforme complètement. Vous savez, à l'hôpital à Quintini, avant que je raconte ma propre expérience, quand je venais avec mon petit frère, je faisais toujours le maximum d'efforts de m'entendre super bien avec les infirmières. C'est-à-dire que je faisais tout pour avoir une relation un tout petit peu privilégiée, quitte à les draguer même, mais privilégiée. De telle sorte que quand je suis là, il y a du respect. De telle sorte que quand je suis là, on s'occupe du petit sans problème. Après, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle me dit que quand j'ai commencé ce boulot, quand je voyais le décès d'un enfant, je pleurais jusqu'à... Mais depuis 2 ans que je suis dans cet hôpital à Quintini ici, quand je vois le décès d'un enfant, je le porte, je le jette là-bas, je prends un autre, je mets à travers ce truc. Ça veut dire que je suis arrivé à un niveau où je ne ressens plus ces choses-là. Je n'ai plus d'émotion. Je n'ai plus comment je dis, de pitié. Ça me dit plus grand-chose. Si quelqu'un décède devant moi, là, je le porte, je le mets de côté, je m'occupe de quelqu'un d'autre. Si je peux, ou alors je pars même. C'est ça qui peut expliquer les comportements tels que, quand vous venez à l'hôpital, vous voulez un peu gueuler comme ça, ils vous disent que vous gueulez qui? Vous parlez à qui? Ok, occupez-vous alors de votre madame vous-même. Et je vous jure, donc, j'avais des scènes comme ça où vous venez en extrême urgence, vous vous dites, mais les infirmières, elles sont où les infirmières? Elles sont où? Elles disent que, mais vous ne pouvez pas venir, vous vous calmez, pourquoi vous parlez fort? Hein? Vous avez déjà payé le canet, vous avez déjà acheté le canet, et quand on te dit ça, toi, tu vois quelqu'un en train de mourir, tu dis, mais ça veut dire quoi ça? On vous a dit que c'est un canet qui nous manque, qu'on ne peut pas acheter. Et monsieur, vous parlez doucement ici, vous ne grondez pas. Alors vous entrez dans un choc avec ces gens-là et ils vous disent que, bah, coupez votre malade. Et elles sont assises là, indifférentes. J'ai vu des scènes comme ça à l'hôpital à Quintini. Totalement indifférentes. Et c'est vous encore, vous vous faites tout petit.
pour lui dire, ouais, madame, pourquoi vous pouvez faire ça? Avant qu'elle se fasse l'effort de vous comprendre, s'élever et prendre soin de vous. Donc, ça, c'est quelque chose qui est complètement généralisé là-bas dans nos hôpitaux du Cameroun. Tu parles fort à une infirmière, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de police. Il n'y a pas de police qui sévit de tout. Je le dirais de Mme Lotino, elle a tendance à vouloir un peu disculper le directeur de l'hôpital en disant qu'il fait du bon travail, c'est propre. Ça, c'est pas du bon travail. Elle dit c'est propre, il y a il y a des appareils, il y a ceci. Non, c'est pas du bon travail. Un bon gestionnaire, c'est celui qui est accountable. C'est les gens qui travaillent dans cette structure-là. C'est celui qui rend responsable. Donc, tous ceux qui travaillent là doivent être responsables de leurs actes. Quand il y a faute, on doit punir. Mais les médecins, les gestionnaires de nos hôpitaux, ils s'en foutent carrément. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent carrément. Donc, on est dans une structure où, au sort, il n'y a pas, pour l'instant, au Cameroun, c'est une question d'éthique. Chacun doit faire sa part de boulot. On est arrivé à un niveau où on ne sait même pas comment faire pour sortir. Parce que la police qui va venir contrôler, depuis qu'on a créé la CONAC et tout ça, ça a empêché les gens de voler. Depuis qu'on a créé ces structures-là qui doivent suivre les gens qui volent là, ça a empêché les ministres de voler. Non, on est dans un no man's land. On est dans un no man's land dans notre pays. Tu as évoqué donc un point qui pour moi était un peu la deuxième articulation de ce coup de gueule, de cette dénonciation de l'hôpital, en sachant que les responsabilités sont partagées. Là, on a par exemple évoqué la responsabilité du personnel soignant. Voilà. Et on devra évoquer la responsabilité des dirigeants des hôpitaux, des dirigeants du pays, mais aussi du peuple, des malades ou des potentiels malades que nous sommes. Et parce que là, par exemple, tu as dit que Mme Lotine a essayé de disculper le directeur de l'hôpital en expliquant que c'est un bon dirigeant, il fait ce qu'il peut, l'hôpital est équipé, mais c'est le personnel médical. Oui, et ça, c'est un peu ce que pensent beaucoup de Camerounais. Il suffit au Cameroun que quelqu'un fasse un peu la différence par rapport à la gestion généralisée, commune. Que tu te démarques un peu d'une manière ou d'une autre. On fait de toi, à la limite, le prix Nobel du management. Le peuple camerounais adore avoir un messie. Le peuple camerounais aime le messianisme. Et à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et c'est pour cette raison que, par exemple, si on prend Tonnet, il fut une époque à Douala où Tonnet était un médecin très populaire parce qu'il a mis la peinture à l'hôpital de Bonassama. Et voilà comment est-ce qu'on l'a propulsé à l'hôpital La Quintini, où il y avait encore un peu de peinture, mais au fond, il n'y avait pas grand-chose. Et les gens ne se sont pas suffisamment rebellés contre cela. On a fait de lui un bon savoir qui était destiné à les postes les plus prestigieux et il est arrivé à la communauté urbaine de Douala. Le procès Somba, par rapport à ce qui se faisait avant, effectivement, a amené sa touche à lui. OK. Vous avez maintenant, par exemple, la morgue de l'hôpital de la Quintini, mais tu peux célébrer ton mariage là-bas. Tu vas manger là-bas, tu es content, tu peux. C'est une salle de banquet pour juste venir pleurer les morts. Venir pleurer finalement la mauvaise prise en charge, entre autres, parce que parfois on meurt parce qu'on doit mourir, mais on meurt aussi, comme Mme Lotine a perdu sa personne, on meurt aussi par manque de soins adaptés. Mais tu vas donc aller pleurer ton mort dans des conditions festives. C'est ça le bling-bling. L'hôpital, ce n'est pas le bling-bling. L'hôpital, ce n'est pas les bâtiments qui sont beaux et tout. C'est aussi ça. Mais il ne doit pas qu'avoir ça. Il doit avoir derrière la compétence. Et quand il n'y a pas de compétence, on a vu l'histoire du bébé volé de la Quintini. Comment est-ce que ça s'est passé dans un dysfonctionnement criard qui a même fait que finalement, de manière officielle, on dit qu'on a sanctionné tel ou tel.
il y a beaucoup de dysfonctionnements à la Quintini. Donc, Madame Lotine ne peut pas nous dire comme ça, effectivement, comme tu le dis de manière péremptoire, que le directeur travaille bien. Ce n'est pas une chasse à l'homme, mais il faut être objectif. Quand on va regarder les critères de performance d'un hôpital, je suis désolé, si on se met que dans une comparaison avec toutes les structures camerounaises, bon, peut-être. Mais si on va dans les standards internationaux, ben, l'hôpital à Quintini, ben, ce n'est pas un hôpital qui rassure, même aujourd'hui. Bon, mais elle a dit, elle n'a pas dit que ça, elle a même dit que Paul Biya, est-ce que c'est lui qui demande de ne pas être performant, de ne pas être bien formé? Est-ce que c'est Paul Biya qui demande? Et pour résumer, un de nos followers m'avait dit ça là. C'est-à-dire qu'à la limite, elle a entendu que Paul Biya fait bien le boulot, la faute n'est pas à lui. Oui, absolument, c'est ce qu'elle dit. Bon. Ma chère cousine, nous pleurons notre soeur tous. Mais apprenons à être lucides. Si nous ne posons pas les bons diagnostics dans ce pays, il va continuer à s'enfoncer et nous allons continuer à pleurer nos morts. Comment on peut dire que Paul Biya n'est pas responsable du dysfonctionnement de la santé publique au Cameroun? Comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? Et elle a dit autre chose. Après, vous allez dire que c'est encore la faute à Eto. On revient toujours, tu vas dans le faux débat de Ibo contre les Ecclésiens et tout ça là. Comment on peut pleurer sa personne à cause du dysfonctionnement d'un État? Parce que même ce médecin qui travaille mal, pourquoi est-ce que le médecin travaille mal? Pourquoi est-ce que le médecin... La clochardisation, on l'a clochardisé. Voilà. Combien? Le médecin travaille mal parce qu'il est dans un système qui fonctionne mal. Le même médecin, tu vas le mettre dans un système de santé où tu ne peux pas t'amuser. Par exemple, ici en France. Mais ce médecin ne va pas travailler comme il travaille là-bas. Cette infirmière qui répond comme ça, il ne va pas répondre comme ça. Et tout ça là, c'est la faute à qui? Si ce n'est pas la faute au gouvernant. Est-ce que ce n'est pas la faute à Paul Biya? C'est pas lui qui nomme le ministre, qui va nommer les directeurs des hôpitaux, ainsi de suite là. Mais c'est une chaîne. Comment on peut donc vouloir toujours absoudre les vrais responsables? Et ça, ce que notre sœur a dit, c'est exactement le prototype du Camerounais, qui est toujours en train d'épargner nos bourreaux. On appelle ça la zombification. Absolument. Nous sommes un peu zombifiés. Absolument. À un moment donné, même un problème qui concerne tous les Camerounais, elle en a fait un problème ecclésien, si je peux me dire. Oui. Ça concerne comment une catégorie de personnes qui c'est-à-dire qu'elle a réduit ce truc-là qui était un truc parti pour tout le monde, où tout le monde devrait se sentir concerné. Elle dit, vous allez encore dire que elle ne se rend pas compte qu'en faisant ce type de discours, elle est la sensibilité de l'autre personne. Parce qu'on dit, cette personne à qui elle dit, vous allez encore dire que certaines personnes le considèrent comme le problème. Si tu dis, d'accord, on va encore dire que, on va faire comment? Mais justement, j'ai envie de te dire que, puisque moi, je suis fondamentalement, j'en ai compris, je suis fondamentalement contre Eto Fils en tant qu'homme politique, parce qu'il est un homme politique. Il ne faut pas qu'on se cache. C'est un homme politique qui a pris, une part importante dans la légitimation du régime de Paul Biya. Donc, c'est un homme politique. Il pose des actes politiques. Donc, quand elle vient dire ça, mais on a envie de te dire que bon, reste donc avec ton dessert, tes pleurs, puisque tu estimes que Paul Biya n'y est pour rien, que Eto n'est pour rien. Pourtant, Eto supporte bien ce Paul Biya, qui est quand même le responsable principal. Et tu dis qu'on va encore dire que c'est Eto. Oui, on doit dire que c'est Eto, et c'est même Eto, parce que Eto supporte Paul Biya. Donc, tu vois jusqu'à quel point le peuple camerounais est fractionné. Il y a une fracture qui est, c'est-à-dire, qui devient même... Mais c'est de la sorcellerie, c'est du bouddhisme, c'est le voodoo tout simplement. Ce matin même encore, vous vous rendez compte, professeur, ce matin encore, mon frère m'appelle, me dit, mais est-ce que tu as appris ce qui se passe au Cameroun? Je dis, non, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il me dit, mais tu n'as pas appris que on a classé le dossier d'Eto pour preuve insuffisante par rapport à son truc de la CAF, là, le dossier qui est en cours à la CAF, là. Je dis, non, mais attends, pour preuve insuffisante, la CAF n'a pas encore rendu de décision, il faut encore attendre. Il me dit, non,
La CAF a rendu une décision, là, on s'est preuve, c'est classé, quoi. Et je dis, mais de quoi tu parles? Mais ce truc-là, c'est que sur Internet, depuis là, ça, c'est du fake. Il me dit, non, ça peut pas être du fake. C'est un ingénieur qui parle. Hein. C'est un ingénieur qui parle. Il a complètement perdu la raison. Complètement. Je veux même lui dire que non, il dit non, toi tu racontes n'importe quoi, ça peut pas être du fake. Après, il se rend compte effectivement que j'ai un point là, c'est du fake. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, et même d'ailleurs, même si on le censure, il n'est plus présent à Africa, ça nous arrange. Et là, ça donne un boulevard, ça ouvre le boulevard pour qu'il se lance directement comme candidat. J'ai dit, mais incroyable. J'ai dit, mais mon frère, incroyable. Il va être candidat comment? Par quel miracle? Donc ceux qui sont là vont le laisser être candidat, il a la double nationalité, il s'est trahi, c'est ça, il me dit, non, tout ça c'est pour toi. Quand il va te donner le mot d'ordre là, moi je suis en contact avec ces gens-là, c'est ce qu'il me dit. Oh mon Dieu, quand je vois mon grand frère dans cette posture-là, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je me dis qu'il y a un problème. La fracture même, c'est peu de le dire, mais je veux dire que les gens ont complètement perdu la raison. C'est incroyable. Tu ne peux pas avoir subi ce que tu as subi là, et dans ton subconscient, il y a un seul homme qui est là-dedans. Vous allez encore dire que c'est lui, alors que tu es en train de subir un problème que tout le monde doit se sentir concerné. Et tu le réduis à la politique. On peut dire que vous en faites trop sur un individu qui n'y est pour rien, alors que vous-même, vous ne travaillez pas, vous ne faites rien. Donc, ça fait partie, ça c'est un problème des Égyptiens, ce n'est pas un problème camerounais. C'est pas un problème camerounais. C'est-à-dire que hein, parfois, je reste comme ça. Tu sais, j'y peux arriver, Ngonon. Dans son direct de samedi, que j'ai écouté hier, aujourd'hui, je me suis dit, je te jure, on doit être des emboutés. Parce que dans ce direct-là, il nous explique encore que Paul Biya, c'est le plus mauvais des dirigeants. Paul Biya, il est le père, mais qui laisse ses enfants en souffrance avec l'augmentation des prix de la CNI, de ceci, de cela à 400%, et qu'au lieu de s'attaquer à ces gens-là, on s'attaque à Eto'o. Il revient toujours sur toi. Exactement comme cette dame-là. C'est-à-dire que tu restes comme ça là. Je me dis que bon, attends. Quand il fait tout un direct où il ne parle que des enfants de Paul Biya, les Ngongo, les Belinga Ikutu, non pas Belinga Ikutu, Vondayolo. Comment Vondayolo? C'est un bandit. Il a fait ceci, il a fait cela. J'ai envie de lui poser la question. Est-ce que tu sais que dans les histoires du moustachu versus le bossu, où on disait que chacun prenait ses hautes instructions à son niveau, l'un, le moustachu, le punkiste, et Eto'o, ses hautes instructions viennent de Vondayolo. Mais ça, après, enfin, la source c'est peut-être Chantal bien, mais ça passe par Vondayolo. Donc, le mentor d'Eto'o, là-bas, dans la cour des grands étoudis, c'est le DCC et le DCCA. Donc, Vondayolo et Baboke. Donc, comment une personne aussi écoutée que J. Remingono peut dire que Vondayolo c'est un bandit, c'est le problème du Cameroun, c'est un voleur et tout, mais en même temps, supporter Eto'o, dire que ben, vous voulez tuer Eto'o, que Eto'o, il doit faire attention, on est derrière toi, il faut te sauver. Mais attends, est-ce que, imaginons que pendant qu'il est en train de faire ses directs, que Eto'o est en train de siroter avec Vondayolo, puis comme c'est son mentor. Son mentor. Ouais. Mais c'est son mentor. Donc ils sont censés être ensemble, comme on a vu Baboke et Eto'o en boîte en train de danser tout là. Imagine donc que les trois, puisque Baboke, c'est l'adjoint de Vondayolo. Donc Vondayolo et Baboke sont en train de siroter un champagne avec Eto'o. Ou, J. Ngono insulte Vondayolo et célèbre Eto'o. Bon, où est la logique? Est-ce que les Camerounais, moi je ne comprends pas. Comment on peut même donc suivre un homme aussi incohérent dans son raisonnement? Comment? Non, il y a un endormissement terrible, indicible, qu'on ne saurait même expliquer.
Moi, j'ai cessé de suivre J.Paul Ngondo. J'ai cessé de le suivre, franchement, parce que justement, sur cette histoire des taux d'agesse, parce que j'ai trouvé tellement d'incohérences en lui que j'ai dit non, c'est pas possible. C'est incroyable. Ces raisonnements ne tiennent pas. C'est juste un sophiste, parce qu'il aligne une ou deux, trois phrases bien agencées là. Les gens ont tendance à boire ça comme du miel. Pourtant, il n'y a aucune structure logique dans sa façon de penser. Absolument. Et je te jure qu'il invente des scénarios qui n'ont jamais existé. Il invente des scénarios pas possibles. Mais toi, tu restes comme ça, tu dis, mais tu as ramassé ça, ouais. Tu as ramassé où? Peu importe, qu'il se trompe, les gars continuent toujours à le suivre. Continuent toujours à croire en lui. Donc moi, je dis que ce n'est pas seulement un problème de lui, mais c'est un problème d'une partie de la population camerounaise qui s'est retrouvée dans le béninois. Qu'est-ce qu'on peut encore dire là-dessus? Je dis c'est une partie de la population qui se retrouve en lui. De quelle manière, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a même pas, quelque chose de structuré autour du béninois. Rien n'est structuré. Alors, attends. Avant que je n'oublie, un autre argument vraiment farfelu qui m'a amusé. Pour justifier et excuser le soutien de 2018 d'Eto au président de la République. Ah oui, les gens disent qu'il a soutenu en 2018. Il oublie que même là maintenant qu'il a soutenu, il a péniblement expliqué ça lui, J.Paul Ngondo. Mais en fait, voici ce qu'il dit. Et j'avais entendu cette argumentation-là. Mais vous demandez pourquoi il a soutenu Paul Biya et on doit toujours le supporter. Mais vraiment, vous êtes terrible. Donc c'est un peu comme si vous n'aimez pas le pouvoir, mais votre mère ou votre père sont par exemple du RDPC ou supportent Paul Biya. Est-ce que vous allez refuser votre mère? Est-ce que vous allez refuser votre père? Beaucoup qui ont leurs patrons dans les entreprises, qui sont du RDPC, qui supportent le pouvoir. Est-ce que vous avez quitté l'entreprise? Voilà les arguments d'un leader d'opinion. J'ai envie de lui répondre. C'est simple. C'est que le rapport entre ta mère et toi, c'est un rapport divin. C'est un rapport filial. C'est un lien de sang. C'est-à-dire que ce lien-là est si fort qu'il ne peut pas être rompu simplement pour des considérations politiques. Les liens entre ton patron qui est donc peut-être du RDPC qui va Paul Biya, mais tu es dans son entreprise. Mais c'est un lien vital. Il faut bien que tu travailles pour nourrir ta famille. Donc c'est-à-dire que l'intérêt est quand même beaucoup plus important qu'un intérêt qui est simplement un intérêt pathologique d'adorer quelqu'un comme ça là pour rien. Parce que si on demande aux 25% de Camerounais, j'espère qu'ils ne sont pas plus de 25, les églisiens aveugles là. Si on leur demande, bon, quel est le lien que tu entretiens avec ton pasteur? C'est quoi l'importance de ce lien-là? Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? On met ça dans quelle case de sociologique? Je pense que beaucoup vont taper la bouche. Parce que certains vont dire que, je te laisse parler après, certains vont dire que c'est une icône du football. Bah, je ne sais pas si le mot icône du football a une case sociologique solide qui puisse expliquer qu'on se sacrifie pour la personne. Certains vont dire que c'est le meilleur footballeur du monde. Ou alors, je ne sais pas trop, qu'il aime beaucoup le Cameroun. Je ne sais pas. Qu'il aime beaucoup le Cameroun. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il aime beaucoup. Il y a un gars qui a dit ça. Je crois que c'est le cinéaste Tamakla qui lui a fait un hommage. Il a dit qu'on peut tout reprocher, mais tu aimes beaucoup le Cameroun. Et moi, je lui ai répondu que c'est qu'est-ce que ça veut dire aimer beaucoup le Cameroun. On est en train de lui reprocher quelque chose, la corruption, la malgouvernance. C'est ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce que ça a à voir avec aimer beaucoup le Cameroun? Je ne comprends pas. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il aime le Cameroun plus que tous les autres Camerounais. Bon, peut-être que ça, c'est une raison pour l'adorer. Il y a un autre argument. Tu dis, mais lui aussi, il vole. On te dit, mais qui ne vole pas là-bas au Cameroun? Hein? Voilà. Tu préfères que les autres volent, lui ne vole pas. Je dis, mais attendez. Mais vous savez que ceux qui sont milliardaires, dont vous dites qu'ils sont milliardaires, qui ont gagné leur argent sans se salir, ça veut dire qu'on attend plus d'eux que ces gens qui sont à Yaoundé là. Donc moi, je suis plus exigeant face à ce mec-là,
que ceux qui sont à Yaoundé. Je ne peux pas supporter qu'ils détournent même un seul franc. Parce que je suis plus exigeant sur lui que ceux qui sont... Parce que ceux qui sont à Yaoundé, je sais que c'est des corrompus. Mais lui, quand il venait, je pensais que c'était quelqu'un de totalement différent. Qui est assis, qui a son argent, qui n'a plus besoin de se salir les mains. Mais grande a été ma surprise que il n'est même pas venu gouverner, il n'est même pas venu manager, mais il est venu se refaire une santé financière parce que franchement, c'est incroyable. Je veux dire que moi, je suis arrivé à un niveau où dès que je trouve un Églysien pur et dur, j'arrête la discussion. Parce qu'il n'a pas d'argument. Il va toujours te sortir l'argument du grand joueur, de celui qui aime trop le Cameroun, de la jeunesse. Il est jeune, pourquoi tu supportes les vieux? Voilà des choses comme ça qu'on va te sortir comme argument. Alors que toi, tu parles d'un truc précis. Le gars a une solution. Non, mais attends alors. Quand il te sort l'argument qu'il est jeune, pourquoi tu supportes les vieux? Mais tu lui demandes, bon, lui, le jeune, il supporte qui? C'est ça. Mais je dis que, moi, je ne vous comprends pas. Quelqu'un qui vous dit que vous lui attribuez des choses, lui, vous dit que non. Le système que vous reprouvez là, c'est ça que lui, il aime. Il vous dit qu'il supporte ce système du bec et ongle, dur. Mais vous êtes toujours là, vous vous dites que non, non. Mon propre frère allait jusqu'à me dire que non, tu ne comprends rien, il fait de la politique. Attends, quand on va le suspendre de là, à ce moment-là, ça nous arrange parce qu'on est déjà prêt. Hein, moi, je suis proche de ces gens-là. On est prêt. Mais je dis, ils sont dans une bulle. Ils sont dans une bulle. Mais donc, il n'était pas prêt quand la fin d'Africa chauffait, où il disait que, voilà, maintenant, il combat les hautes institutions. C'est bon là. Il n'était pas prêt. Jusqu'à les hautes institutions ont donc happé leur type. On s'attendait à ce qu'ils aillent à la poste centrale pour commencer à marcher. Non, ils ne peuvent pas. Vous savez, le Cameroun, c'est un système. Hein. Je ne sais pas, dans le raisonnement systémique, c'est un tout. Vous enlevez un élément, le système se détruit, quoi. Donc, le Cameroun est arrivé au bout du système, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est l'entropie ou la négantropie. Mais ils sont arrivés ils ont tellement perdu d'énergie que le système ne peut plus s'oxygéner. Il est en train de mourir. Le système est en train de mourir. C'est pourquoi dans tous les secteurs possibles, ce n'est pas seulement l'hôpital, professeur, c'est partout. Partout. Tu prends l'armée, tu vas trouver la même chose. Tu prends le football, tu vas trouver la même chose. Tu prends l'université, tu vas trouver la même chose. Tu prends, je ne sais même pas quel secteur, quel autre secteur, tu vas trouver la même chose. C'est partout pourri. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation-là? Moi, je pense que sans la révolution, rien n'est possible. Même avec les élections, on ne peut rien. Même ces gens-là, ils ont tellement amassé d'argent que quand tu vois l'homme à la punk, c'est lui qui a nommé tous les grands directeurs, c'est lui qui a nommé les généraux, les nouveaux colonels là, et tout ça là, c'est lui qui les a nommés. Vous pensez que quand le moment sera venu là, vous pensez que quand on va envoyer ces gens dehors là, connaissant les Camerounais, ils vont pouvoir se tenir? Non, ils ne peuvent pas. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut changer ce système-là, c'est la révolution. En dehors de la révolution, si on ne part pas des élections, on ne peut rien faire. Rien faire. Ça, c'est impossible. On va beau bavader, mais et je tiens pas tranquille, si Paul Biya se représente, il va gagner systématiquement. Parce qu'il faut nécessairement qu'il meure au pouvoir. Il faut. Je ne sais pas s'il y a un lien mystique entre lui et ce pouvoir qui fait qu'il ne peut pas à la retraite. Il doit absolument et nécessairement mourir au pouvoir. Non, il va le faire. Il va parce que il a compris que quelle que soit la souffrance du peuple camerounais, quelle que soit la souffrance, le peuple camerounais est docile et peureux. Ça, il le sait, ils l'ont compris. Tu vois, par exemple, des augmentations de prix, il n'y a pas longtemps, pendant la CAN ou un peu avant la CAN, on a augmenté le carburant, non? Oui. On a un peu gossé, allez, c'est bon là, on n'est pas. Maintenant, on augmente les prix des visas, des timbres. Ah non, le prix des visas? Oui. Le prix des visas, c'est-à-dire quoi? Ça nous concerne aussi? Oui, c'est-à-dire que le visa d'entrée au Cameroun, il y a un visa, je ne sais pas trop de combien de temps, qui est passé à 100 000, l'autre à 150 000, des histoires comme ça là. Bon, de toute façon,
ils ont augmenté les prix. Ils avaient déjà augmenté ça il y a quelques mois, mais là, encore ça, ils ont augmenté. Parce que là, je n'ai pas bien suivi ce truc-là. Moi, je pensais que c'était l'attestation, c'est le certificat de conformité fiscale qu'il fallait montrer. Maintenant, au niveau des visas, c'est-à-dire que pour moi, par exemple, quand je vais au Cameroun, je prends un visa. Mais le visa que je prends là, ça a augmenté. Je ne sais même plus combien ça coûte. Je crois que ça coûte 192 ou 186 $. Ah, je peux même chercher ça ici, là, en ligne. Est-ce que ça a augmenté de prix? C'est ça que je veux savoir. Parce que Je sais qu'il y a une histoire de visa. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Là, on parlait de 100 000 pour un, 150 000 pour l'autre tout. Mais je sais par exemple que le prix de la carte consulaire a augmenté. Ah ouais. Et ils disent que, et en plus, c'est pas la carte consulaire quand tu es dans les pays africains. Donc, tu vas dans l'ambassade du Cameroun, un pays africain, c'est, je crois, 20 000. Si tu es en Asie, 25 000. Si tu es en Europe et aux Amériques, 30 000. Je crois que c'est ce qui a été dit. Ah ouais, mais je vois ça ici parce que je vois visa court séjour, parce qu'ils disent que les tarifs pour leur part ont été harmonisés et se présentent comme suit. Visa court séjour ordinaire, 6 mois. 6 mois, ça fait 100 000 francs. Visa court séjour express, 6 mois, ça fait 150 000 francs. Long séjour ordinaire, 12 mois, ça fait 150 000 et express, ça fait 200 000. Je pense qu'on payait sensiblement presque la même chose. Oui, on paye. Donc, c'est que ça n'a pas vraiment augmenté. Je pense que c'était un peu ça. Ouais, ça n'a pas vraiment, c'est sensiblement la même chose parce que j'étais presque à 192 $ ou 186 $. Je ne me rappelle plus, mais c'est dans les données là, puisque c'est des trucs que je prends toujours en ligne. Je ne me rappelle plus. Mais je dis que l'expérience que moi j'ai eue à l'hôpital de la Quintinier, j'ai un petit frère. Aujourd'hui, même quand il ne donne pas l'argent à quelqu'un, on dit souvent que Dieu est grand, qu'on le laisse tranquille, parce que Dieu l'a sauvé, il serait déjà mort. Parce que je ne peux pas comprendre comment un enfant peut faire 1 mois à l'hôpital à Quintini, ayant un problème d'ostéoméite, je ne sais pas, c'est problème des os là, il y avait des os qui pourrissaient avec le pluie à l'intérieur. Il a fait 1 mois à la Quintini, ils n'ont pas pu savoir ce que l'enfant avait. Ils ont fait des radios, ils ne voyaient absolument rien du tout. Mon grand frère, dans les recherches, il me dit que non, on lui a parlé d'un professeur à Yaoundé là, la clinique Bastos, il faut qu'on amène l'enfant à la clinique Bastos. Le professeur Lazare Capture. On va là-bas, le professeur Lazare Capture nous accueille bien et tout, et il hospitalise le petit. Pendant qu'il fait son diagnostic et tout, il nous envoie toujours faire la radio chez lui en bas, et là-bas, on ne voit absolument rien. Après, il nous dit non, il y a une spécialiste là, radiologue et tout. Aïli, qu'est-ce que là, elle a son truc là, son cabinet d'imagerie là. Allez là-bas, c'est moi qui envoie et tout. Il m'envoie la carte, il me met dans la carte. J'amène le petit là-bas. Et le gars va faire, il fait sa radio et la femme qui était là, j'ai oublié le nom de la femme là. C'est elle qui a sauvé cet enfant. Elle nous voit, depuis ma bonne, elle ne voit rien. Elle rentre et me dit que le petit, vous dites qu'il souffre de quoi exactement? J'explique, je lui dis les couleurs là au pied depuis un temps, fait tout, on ne voit rien. Elle me dit ça dure depuis combien de temps? Je lui dis. Elle me dit ok, qu'il revienne. Le petit revient. Elle revient. Quand elle revient vers moi, elle revient en souriant, toute souriante. Elle me dit que le petit a au moins 2 litres de pus dans ses pieds là. Il faut l'opérer. Et c'est comme ça que nous rentrons chez Lazare Capture. Il appelle le docteur Fosso, le fils de Fosso Victor, là, un chirurgien comme ça, le fils de Fosso Victor, qui va venir opérer le petit à la clinique là. Et on extrait le pus. Oh mon Dieu. Donc tu peux dire que ce petit-là, comme tu disais que la douleur c'est prise en charge dans nos hôpitaux, il n'a pas été pris en charge. Tout ce qu'on lui donne, c'était les prévisions. Hein. À l'hôpital, c'était que les prévisions. Le petit même, il disait qu'il veut mourir. Qu'il veut mourir aujourd'hui, c'est un grand garçon qui est en France là et tout. Tranquille. Tranquille. Donc moi je dis qu'il a eu la vie sauve par la volonté de Dieu. Parce que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un le pue et peut supporter 1 mois d'hospitalisation sans qu'on ne sache même ce dont il souffre, puisqu'ils ne pouvaient pas dire que c'était l'ostéoméite. Ils n'ont pas dit ça. Ils ne faisaient que lui donner des prévisions. Donc vous dites que le petit là, il n'a eu la vie sauve que par la volonté divine.
Dieu lui a donné plus de temps pour qu'il aille à Yaoundé et qu'il se fasse bien diagnostiquer. Donc, mais il y a aussi ce problème alors de salaire. Combien il touche ses médecins? Parce que c'est aussi un être humain. Hein. Quand il rentre lui, il a des problèmes de ration, il y a son fils il doit payer l'école du fils, il y a des petits problèmes de famille qu'il ne peut pas prendre en charge. Et quand il arrive à l'hôpital, vous pensez qu'il est concentré? Bonne question. Bonne question. Et je pense que cette question-là relance le débat sur la responsabilité du régime, de l'État et de son principal dirigeant, c'est le président de la République. Donc, quand notre sœur Béatrice Lotin nous dit que Paul Biya n'est pas responsable, je comprends que c'est faux. Puisqu'on voit que l'une des raisons du mauvais fonctionnement de l'offre de soins au Cameroun, l'une des raisons, c'est la paupérisation du personnel soignant. Bien sûr, absolument, c'est ça. Alors, qui dit paupérisation dit en fait conditions sociales. Donc là, on rentre dans la condition du travailleur camerounais de manière générale. C'est ça. De manière générale, mais surtout pour les médecins, parce que c'est quand même une question qui concerne la vie. Si ce médecin-là n'est pas dans des conditions idoines, vous voulez qu'il se concentre comment? Si l'infirmière doit voler des médicaments, vous voulez qu'elle se concentre comment? Ça ne va pas. Ça ne va pas. L'infirmière va payer une maison à combien? C'est tout ça. C'est pour ça que je parlais de la... Je pense que le problème, c'est ça. Hein? C'est-à-dire que en fait, le Camerounais aime les solutions faciles. Au lieu de s'organiser. Et en plus, on a la chance d'être un métier qui a une corporation avec pour organe fédérateur l'ordre des médecins, il y a l'ordre des infirmières, ainsi de suite. Voilà. Au lieu de s'organiser pour une contestation citoyenne par des revendications qui peuvent aller jusqu'à des grèves, pour se dire que non, on n'a pas des conditions décentes pour pouvoir bien faire notre métier. Et donc, nous ne pouvons pas bien soigner si nous n'avons pas des conditions salariales décentes. Nous ne pouvons pas. Et nous ne voulons pas être obligés de racketter les patients comme on prétend. Le médecin va faire, tu ne vas pas toi-même donner le foie pour te faire, pour dire que bon, oui, on raquette. Non, on dit que nous raquettons. Bon, alors, pour nous débarrasser de cette calomnie, de cette image dans la conscience collective des Camerounais, donnez-nous des conditions décentes pour travailler. Et donc ça passe par des actions syndicales, pas des actions citoyennes, mais par quelque chose que le Camerounais ne sait pas faire. C'est pour ça que je dis que non, quoi que tu dises, l'État, tu vois l'État spontanément en train de se dire que bon, je vais mettre les médecins dans des bonnes conditions. Ben, de toute façon, dès qu'ils ont fait ça, effet boule de nez, les autres corporations, les autres pans de la société vont revendiquer, ce qui est normal. Donc ça doit être un problème général, c'est une gouvernance générale. C'est une gouvernance générale. Oui, mais qu'est-ce qui fait donc au sein d'une corporation, peut-être au sein de l'autre, lorsque des médecins qui revendiquent des meilleures conditions de travail sont censurés ou censurés, pourquoi les autres restent tranquilles? Je prends juste un petit exemple. Il y a un jeune médecin là, je pense qu'il était neurochirurgien. Il était président peut-être des médecins, je ne sais pas trop quoi là, j'ai oublié son nom. Mais ça devait être un gars bassard comme ça, j'ai oublié son nom. Oui. Il revendiquait, il passait à la télé, il disait des trucs et tout, il revendiquait, mais la sanction qu'il a eue, c'est qu'on l'envoyait en brousse. Au fin fond de la brousse, alors qu'on n'avait pas assez de neurochirurgiens à Yaoundé même, ni même à Douala, où ils pouvaient sévir. Mais on l'a envoyé en brousse. Et quand les gens s'indignaient comme pourquoi est-ce qu'on va envoyer un neurochirurgien en brousse, qu'il va sévir comment là-bas? Il n'y a pas de structure, il n'y a pas. Et c'est les mêmes Camerounais qui disent que il doit aller partout. Vous voulez me dire que les gens de la brousse aussi n'ont pas besoin de neurochirurgiens, mais il va travailler avec le matériel. Hein? Donc, le problème, c'est les Camerounais eux-mêmes, le problème. Le problème vient de nous-mêmes. C'est nous qui faisons de ce système-là ce qu'il est aujourd'hui. Parce que nous sommes incapables de nous indigner. Nous le laissons faire. Et quand nous le laissons faire, c'est même pas que c'est la petite population
population, c'est même des intellectuels. Je dis qu'on a envoyé ce médecin au fin fond de la brousse parce que pour son action syndicale, qu'est-ce que ses collègues ont fait? Est-ce que ses collègues se sont indignés? La conclusion donc de ça, et même c'est à peu près mon mot de sortie de ce direct, c'est que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Nous sommes responsables de notre propre malheur. C'est triste à dire, mais ce qui arrive à chacun de nous, parce que ça arrive à chacun de nous. Chacun de nous a déjà perdu quelqu'un dans des conditions répréhensibles. Moi-même, moi, Aimé Boni, médecin, j'ai perdu ma mère entre mes mains dans mon hôpital. Elle est morte entre mes mains, incapable de la sauver, parce que pas de matériel. Pas de matériel. Il faut aller chercher des lunettes à haut débit pour passer de l'oxygène au quartier dans une clinique d'un ami. Parce que à l'hôpital, dans mon hôpital universitaire, où travaillent des professeurs, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ma mère est morte entre mes mains. Voilà. Elle est arrivée à un stade où il y avait l'oxygène, il fallait maintenant la transférer dans une clinique de la place, à Douala. Transférer, tu te rends compte, tu transfères d'un hôpital universitaire pour une clinique d'un monsieur, parce que dans l'hôpital, il n'y a rien. Transférer dans des conditions, en plus, il faut faire venir l'ambulance du quartier, parce que l'ambulance de l'hôpital, ouais, il faut faire venir l'ambulance du quartier, le temps que ça arrive, perte de temps. On arrive là-bas, et quand on voit la saturation, la maman me dit que c'est une extraterrestre. Comment elle est arrivée comme ça avec une telle saturation? Voilà. Et là, on l'a remonté un peu, parce que les gens sont un peu plus habitués, machin truc, mais sauf que la Covid avait déjà bousillé 80% des poumons. Maman est finalement décédée. Wow. C'est ça la réalité d'un pays qu'on appelle le Cameroun. Et tu vois, le problème c'est que si moi, j'étais par exemple un sardinat, un églisien qui supporte un jeune qui lui dit que lui supporte un vieillard. Si j'étais dans ce camp du peuple camerounais, ben je peux t'assurer que, ayant vu ma mère décédée à cause de Paul Biya, à cause de son système de santé qui est le plus nul de la planète, mais je me serais reproché, j'aurais le roman aujourd'hui que, ouais, c'est quand même à cause de moi, parce que c'est moi qui supporte le truc là. Mais là, j'ai quand même l'esprit tranquille parce que je me suis toujours battu contre ce système. Et je sais que ce système-là, il tue et il va tuer. Et il tue tout le monde. Non, il ne tue pas les nous. Il tue même les gens qui supportent Paul Biya, qui supportent Ito, qui supportent n'importe quoi. Il les tue. Même inconsciemment, il les tue. Même les plus proches de Paul Biya. Benaye est mort comment? Voilà. Benaye, il est mort comment? Son fils est ici, meilleur médecin de tout le Texas. Mais son père est mort comment? Benaye, qui était le général le plus en vue de tous les généraux, il était incapable de faire en sorte qu'il y ait une ambulance digne de ce nom à Kribi. Donc, il est mort en cours de route. Dans ce système, tue tout le monde. Parce qu'il pense que la mort donne le temps aux gens de se soigner. Non, quand ça te frappe là, le temps qu'on te transporte ou qu'on commence à penser à une évacuation sanitaire, c'est souvent trop tard. C'est de ça qu'il s'agit. C'est souvent trop tard. Mais c'est et on est conscient. On arrive, je peux t'assurer que la personne, tu as vu comment notre soeur pleurait là. Bon, encore elle, justement, elle m'a souvent soutenu, comme elle a dit. Elle a souvent donc, je peux même pas dire que, bon voilà, tu as eu ce que, non. On ne peut pas dire qu'elle supporte ce régime. Elle a souvent été offensive, elle a souvent décrié. Bon, c'est vrai qu'après, il y a des choses qui rattrapent quelqu'un en disant que vous voulez encore dire que Ito, ou encore que Paul Biya n'a rien fait et tout. Bon, voilà. Mais il y a donc des gens qui sont vraiment en plein dedans. Mais le jour où ils sont victimes, le jour là, ils deviennent un peu lucides. Mais c'est juste le temps de la douleur. Ouais, c'est juste le temps de la douleur. Et même dans la lucidité, on fait toujours attention parce qu'il y a le double discours.
C'est-à-dire qu'on essaye de contenter le chef plutôt en accusant ceux qui travaillent pour le chef, en disant que le chef, lui, il est bon, il vous a tout donné, mais vous ne faites rien. La même chose, et ça, c'est toujours un truc que je n'ai pas compris. On a célébré Ateba Yeneisi là comme le plus grand intellectuel du Cameroun. Il a écrit un livre, Le paradoxe du pays organisateur. J'ai lu ce livre, mais nulle part, je l'ai vu là où il a accusé Paul Biya. Or, c'est-à-dire qu'une seule phrase comme ça, il n'a pas accusé. C'est-à-dire que même prononcé, dit que, mais pour lui, c'était des éloges. Il a insulté toutes les élites du Sud sans indexer Paul Biya. Mais qui est la première élite du Sud? C'est la question que je pose. Qui est la première élite du Sud? Je te donne un autre exemple. Martinez Zogo. Martinez Zogo a insulté tout le monde du pouvoir, du régime, sauf Paul Biya. Exactement. Il faisait les éloges de Paul Biya. Hallucinant. C'est incompréhensible. C'est totalement... C'est-à-dire, on est dans un pays où... Comme ça, je t'ai dit, la première fois que je suis entré dans le direct, je t'avais dit que le Cameroun, c'est un pays compliqué. Parce que quand tu pousses la réflexion loin, ça ne fait pas sens. Tu ne comprends pas les gens, en fait, tout simplement. Tu ne comprends pas le raisonnement des gens. Quand tu vois même, regarde, tu prends l'exemple peut-être de Rémi Kono. Tu dis, mais Rémi Kono, tu as tout subi de ce régime-là. Mais c'est toi encore qui est en train de légitimer ce régime. Parce que tout le travail qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train de légitimer ce régime. À travers Eto. Il est en train de légitimer ce régime-là. Et moi, j'ai vu comment est-ce que le gars était en train de se perdre avec cette histoire de Martinez. J'ai dit que le gars est en train de se perdre. Il est en train de se perdre. Parce qu'il était tellement passionné là-dedans que parce qu'il fallait nécessairement qu'on arrête les hommes là des hommes là, qu'il a tout fait pour mettre Paul Biya à l'abri de toute critique. Et il ne tapait que sur ces hommes-là, il ne tapait que sur Laurent Esso, il ne tapait que sur tel et il mettait Paul Biya. Et il continue. Donc, je ne sais pas comment on va se là, mais bon, chacun a fait ce qu'il a à faire. Hein. Absolument. Si tu peux sauver une âme, c'est déjà beaucoup. chacun fait ce qu'il a à faire. Parce que, non, moi je vais te dire une chose. C'est toujours comme ça que les grandes choses commencent. C'est très difficile que ça prenne. Mais il y aura un moment où les gens vont comprendre que la vérité se trouve quelque part. Et la vérité, c'est quelque chose qui accepte la contradiction. Si tu as quelque chose de contraire à dire, viens le dire, les gens vont t'écouter, ils vont être tranquilles, ils vont te laisser déployer ce que tu as déployé et on va te contredire dans le respect. Ça viendra. Ça viendra. C'est juste une question de temps. L'audience viendra avec le temps. Parce que tu n'es pas dans le voyeurisme. Comment on dit ça, le voyeurisme en français? Tu ne fais pas des sujets où... Non, tu n'es pas là-dedans. Mais ça viendra. Regarde comme un sujet comme celui-là, le sujet du système hospitalier camerounais. C'est un système qui devrait interroger les gens. C'est un système qui devrait intéresser les gens. Mais bon, ça viendra. Ça viendra. Ok. Bien. Merci. Merci à tout le monde. Merci de votre patience. Une fois de plus, on va être sur cette page aussi, même pour des questions qui ne sont pas forcément médicales. Pourtant, c'est une page dédiée à la médecine. On va être là le temps de voir la page d'engagement. Je vais appeler ça comme ça, là. Être respecté par le grand Zuckerberg qui fait les Africains étant incapables de pouvoir aussi mettre en place un ou des réseaux sociaux nous permettant d'être un peu plus à l'aise. Mais bon, voilà, ça c'est malheureux, mais l'Afrique ne veut pas prendre le train de la révolution mondiale en marche. C'est dommage. Ça viendra, ça viendra. Et on dit que d'ici 20 ans, l'Afrique va changer. Donc ça viendra. Ça viendra. Okay. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Allez, bye. Bye, bye.